Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener dans une contrée plutôt méconnue puisque j'ai prévu de vous faire visiter la Géorgie, frontalière de la Turquie, de la Russie ou encore de l'Arménie. Celle que l'on surnomme la perle du Caucase se situe à la rencontre entre l'Asie et l'Europe. Alors j'avoue que je ne savais pas à quoi m'attendre avant de préparer ce voyage. Je n'imaginais pas ce subtil mélange de cultures, perse, slave, arabe, turc ou encore asiatique. Je n'imaginais pas non plus des sommets de plus de 5000 mètres, des cités troglodytes, des monastères perchés comme celui que vous avez derrière moi, ou encore le charme des plages de la mer Noire. Attendez-vous donc à être surpris par cette destination à l'essor touristique grandissant. J'ai hâte à présent de vous faire découvrir l'authenticité et l'hospitalité légendaire des Géorgiens. Soyez donc les bienvenus dans mes échappées belles. Avec Jérôme Pitorin, offrez-vous un voyage dans le temps. Cet endroit est important non seulement pour la Géorgie, mais aussi pour le patrimoine culturel mondial. Ah ouais. À la fois très attaché à son histoire, Nous avons beaucoup d'influence de la Perse, de la Turquie, de la cuisine méditerranéenne. Je vais te faire goûter à ça aujourd'hui. Tu me donneras ton avis. D'accord. Allez, goûte. Bien sûr que c'est dangereux. Tout le monde pense que ce sont de fausses épées. C'est bien du fer. Et si on est touché, ça peut faire mal. et débordante d'énergie. Le rugby, c'est notre sport national. Et je crois que notre objectif est d'arriver au sommet. Au galop, je ne fais qu'un avec mon cheval, comme si on volait ensemble. C'est de l'adrénaline. Avec le cheval, je n'ai jamais peur de tomber. Une culture vivante, Ce que tu ne peux pas exprimer avec les mots, tu l'exprimes à travers le chant. Avec la musique, nous faisons la liaison entre le présent et le passé. et surprenante. Qu'est-ce que vous ressentez, madame? Une sensation de chaleur. La douleur est partie? Ce téléphérique est comme un fils pour moi. Si tu ne le cajoles pas, il ne fonctionnera plus. Donc je prends soin de lui tous les jours. Une échappée belle À la Géorgie et à la France. à partager sans modération. Alors, Jérôme, Dis donc, c'est pas mal du tout même. C'est même très très bien. C'est très rénové ici, là, ça a l'air tout neuf quasiment. Ils viennent juste de terminer la rénovation. Il y a seulement 3 ans, cet endroit était vraiment différent. Et Mérico, comment tu qualifierais, toi, l'architecture ici de ta ville? Ça a l'air d'être un savant mélange de différentes époques, différents styles. Au fil des siècles, il y a eu beaucoup d'envahisseurs. Ça se reflète bien sûr dans l'architecture. On y retrouve l'influence des Turcs, des Arabes et aussi des Européens et des Russes. C'est pourquoi c'est si coloré et de styles si différents. C'est intéressant, j'adore. Ouais. C'est vraiment l'attrait de cette ville. Nous sommes ici dans un des quartiers les plus anciens de Tbilissi. Ça s'appelle Sololaki. En fait, ce sont de riches marchands et hommes d'affaires qui ont décidé de se faire construire de belles demeures ici. Et c'est comme ça que s'est développé le quartier de Sololaki. D'accord. Là, tu peux voir une des plus belles demeures. On l'appelle la villa italienne. C'est magnifique. Au XIXe siècle, ils faisaient appel à des architectes du monde entier. Les Géorgiens n'avaient pas les connaissances pour le faire. Là, tu peux voir une porte très typique et la belle entrée. Quand les communistes ont pris le pouvoir, ils ont retiré les propriétés aux riches marchands et ils y ont installé plusieurs familles. Pour les communistes, c'était la manière de dire non aux richesses, non aux belles choses et aux gigantesques demeures. Combien de temps les soviétiques sont restés ici? Le Parti communiste a gouverné le pays pendant 70 ans. Et ça a été la plus mauvaise période pour la Géorgie. On est
toujours dans le quartier de Sololaki ici? Oui, le nom de Sololaki signifie la montée et nous allons monter jusqu'à la forteresse. Ça marche. En tout cas, c'est plein de charme ces petites maisons là. C'est encore une ambiance différente de ce qu'on a vu en bas du quartier. On domine complètement la ville. C'est un super point de vue là. Oui, c'est un point de vue d'où on peut apercevoir le quartier le plus ancien de Tbilissi, appelé Avlabari. Tu vois toutes ces maisons perchées là-bas? Ouais, ce sont surprenant d'ailleurs ces petites falaises là qui donnent sur la Koura. Oui, le fleuve Kwari. Et alors c'est là qu'on prend aussi la mesure de cette variété de construction. Il y a quelques clochers qui dépassent et puis on a ce pont notamment. Comment tu pourrais définir cette ville à quelqu'un qui l'a jamais vue? C'est comme un livre d'histoire, tu peux voir tout ce qui s'est passé dans cette ville. C'est un mélange de tout. Nous avons la même chose en cuisine. On a un plat qui s'appelle Abja Sandali qui ressemble à une ratatouille, dans lequel nous mettons toutes sortes de légumes. Cette ville, c'est ça. Allez, grimpe. C'est raide, hein, dis donc. Ça va? C'est plus large là, c'est mieux. La descente va être sympa. Ouais, c'est chouette, hein. Elle s'appelle Narikala, qui signifie forteresse en persan. Et alors derrière, on voit une statue là, qu'est-ce que c'est? C'est la mère de la Géorgie originelle. Cette statue représente une femme forte, qui tient un verre de vin dans une main, et dans l'autre, une épée. Le vin, c'est pour recevoir les invités, et l'épée pour repousser l'ennemi. Toi, tu es une chef, tu as plusieurs restaurants, il y a cette statue, je crois que votre présidente est une femme également. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la place de la femme aujourd'hui ici? Pour moi, les femmes géorgiennes sont comme cette statue. Très fortes, avec du pouvoir. Aujourd'hui, les femmes font des études, elles voyagent. On a de plus en plus de femmes au gouvernement. Ça change beaucoup par rapport à avant, c'est de mieux en mieux. Donc tu représentes parfaitement cette femme et la place de la femme d'aujourd'hui. J'espère, j'espère. Alors là, c'est quoi? On dirait un téléphérique? Un téléphérique, oui. Il va du centre de la ville jusqu'ici. Et c'est généralement très fréquenté, bondé de touristes. D'accord. C'est très populaire. C'est pour ça que tu m'as évité de faire la queue en bas pour monter à pied. Merci beaucoup, je t'apprécie. Pays au relief accidenté, la Géorgie compte une quarantaine de téléphériques, souvent hérités de la période soviétique. À l'indépendance du pays en 1991, ces installations sont restées en fonctionnement bon gré mal gré et demeurent l'un des moyens de transport préférés des Géorgiens. En Adjari, dans le sud du pays, c'est même l'unique manière de relier la ville de Roulo, 4000 habitants, et le petit village de Tago, qui compte 65 familles. Bonne journée, maman. Juna, 15 ans, le prend tous les jours pour se rendre à l'école. J'ai l'habitude de le prendre depuis que je suis toute petite. Certains pensent que c'est dangereux et extrême, mais je n'ai pas peur. Au contraire, ça me fait plaisir. Mais tous les passagers ne sont pas aussi confiants que Juna. Il faut dire que ce téléphérique, le deuxième plus long d'Europe avec ses 1,8 km de long, tombe régulièrement en panne. Alors, à 300 mètres de haut et secoué par les bourrasques de vent, il ne faut pas avoir peur du vide pour emprunter ces cabines exiguës et rouillées. Heureusement, il y a Ottar, 68 ans, mécanicien en chef et mémoire des lieux. Ce téléphérique est comme un fils pour moi. Si tu ne le cajoles pas, il ne fonctionnera plus. Donc je prends soin de lui tous les jours. Une fois, je voyageais avec deux très jolies dames. Il y a eu une coupure de courant et la cabine a commencé à se balancer. Elles se sont mises à crier et l'une d'elles s'est collée contre moi. Alors je lui ai dit, n'aie pas peur. Notre destin est suspendu à un fil.
Je me souviens aussi de 2 Russes, amateurs de sport extrême. Ils m'ont dit qu'ils voulaient sauter en parachute de la cabine. Alors on s'est arrêté pile au milieu du parcours, à 300 mètres de haut, juste au-dessus de la rivière. C'était un beau saut. Tout est bon, vous pouvez démarrer. Il y a encore quelques années, le bétail lui aussi était autorisé à monter dans les cabines. S'ils ne peuvent plus acheminer leurs bêtes au champ, les habitants du village de Tago restent encore dépendants du téléphérique pour vendre leurs produits en ville. C'est le cas d'Éminé, qui prépare le fromage de manière traditionnelle. Quand j'étais petite, on mangeait ce que l'on produisait. C'était presque impossible d'emmener le fromage en ville, car c'était long à transporter. La route fait 8 km. Cela nous prend 2 heures, parfois plus. Avec le téléphérique, il faut compter 7 minutes. Un vrai gain de temps, sans compter que 4 mois de l'année, la route est fermée par la neige. Le fromage est prêt. Je vais lui donner une belle forme pour être encore mieux vendu au marché. Rusiko, tu peux venir? Je vais les vendre au bazar et je reviens vite. Le téléphérique a beaucoup amélioré notre quotidien. C'est bien pour notre village. Notre vie est plus simple et j'espère qu'elle sera encore meilleure dans l'avenir. 36 ans de bons et loyaux services pour ce téléphérique, et cela devrait encore continuer. Ottar, le mécanicien, a d'ailleurs prévu de le repeindre, comme pour lui offrir une nouvelle jeunesse. Les bâtiments, là, les immeubles, ils font très soviétique. Hein. Oui, on les appelle les immeubles Khrouchtchev. Beaucoup ont été construits en 1960-1970. Ce sont des tout petits appartements pour pouvoir loger un maximum de personnes. Le marché vient à nous. C'est le plus grand marché de Tbilissi. Tout ce dont tu as besoin, tu le trouveras ici. D'accord. C'est très typique, hein? Une des spécialités de la Géorgie, c'est la noix. Ici, tu en trouves de toutes sortes. Et ça, c'est le fameux tchourtchela. C'est une friandise sucrée typiquement géorgienne aussi. C'est fait avec des noix et du jus de raisin. On enfile les noix sur une ficelle et on trempe la ficelle dans le jus de raisin. On la sort et on la fait sécher. C'est lié à notre production viticole. La forme est amusante. On a les limites du saucisson aussi. Hein. Lequel tu me recommandes? Celui-ci est le plus typique. Où est le vendeur? Nous voudrions acheter des tchourtchela. Celui-ci, c'est le traditionnel. Tiens, casse-le en 2. D'accord. Tu vois les noix? Ah oui, donc il y a une couche très épaisse quand même de cette gelée de raisin là. Une confiture assez dense quoi. C'est pas mauvais, ça me plaît. Et j'imagine que ça te rappelle plein de souvenirs de goûter ça. On les volait à nos grands-parents parce qu'ils les cachaient pour le Nouvel An. Et on connaissait tous les lieux secrets, donc on les volait. Et pour le Nouvel An, il n'y avait plus rien du tout. D'accord. On avait tout mangé. Combien ça coûte? C'est 4 laris. C'est 4 laris. D'accord. 1 euro quoi. Donc ça, ce marché-là, c'est un marché que tu connais depuis longtemps? Je me souviens que je venais ici quand j'étais toute petite. Ma grand-mère m'amenait ici. Et je m'en souviens comme d'un endroit magique, à cause de toutes ces couleurs, de toutes ces odeurs.
D'accord, donc la grand-mère aimait bien faire la cuisine. Je pense qu'elle est la meilleure cuisinière que j'ai vue dans ma vie. Elle était très créative. Avec juste un peu d'ingrédients, elle pouvait faire tant de choses. Ça m'a toujours impressionnée. Je dis toujours que je pense que les femmes de ma famille m'ont inspirée de faire ça, à faire ce que je suis devenue, parce que j'ai grandi avec ça. Regarde les épices. Ici, on en met partout. C'est vrai, vous utilisez beaucoup dans la cuisine ici? On fait beaucoup de mélanges. Celle-ci a une odeur particulière, sans moi ça. Il y a du paprika, il y a quoi dedans pour cette couleur? Il y a du poivre, de la coriandre, de l'ail, du fenugrec. Nous avons beaucoup d'influence de la Perse, de la Turquie, de la cuisine méditerranéenne. Je vais te faire goûter ça aujourd'hui et tu me donneras ton avis. D'accord, tu vas me faire goûter des plats alors? Oui. D'accord, ça marche, c'est vrai que ça met en appétit de voir tous ces bons produits. Hein. Let's go. Là, on est dans un quartier moins populaire, un des plus anciens, avec des joueurs de foot. Et ici, voici mon restaurant. On est un peu caché, mais les gens savent où nous trouver. D'accord, donc c'est ta maison ou c'est ton restaurant? Les deux. Entre. Vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie. Ah, c'est une vraie maison, ouais. Ouais, c'est grand. C'est une maison très ancienne. J'aime bien l'ambiance. Un peu vintage, hein? Et chaque chaise est quasiment différente, chaque table aussi. Et ici, c'est une peinture de notre très célèbre peintre, Piero Osmani. Ok. Il a peint ce lion noir. Et c'est ce tableau qui a donné son nom au restaurant. Ça a été l'inspiration de départ. D'accord. Il y a deux grandes baies vitrées, là, qui ouvrent sur cette terrasse magnifique. Nous avons beaucoup d'arbres fruitiers. Là, c'est un noyer, ici un grenadier et un cerisier. D'accord. Et tout ça, ça se retrouve dans la cuisine. Ah, tu as une grande brigade. Gamajoba. Alors, qu'est-ce qu'on prépare de bon aujourd'hui? C'est du ragoût d'agneau à l'estragon et des prunes sauvages. Et là, nous faisons un bouillon avec plein de fruits différents. Et c'est assez rare de voir une cuisine comme ça professionnelle avec plus de femmes que d'hommes. C'est tout moi. Ça va te paraître drôle, mais je me sens plus à l'aise de travailler avec des femmes. Tu as été habituée à cuisiner avec ta maman et ta grand-mère aussi, c'est sans doute histoire de retrouver cette ambiance. Ouais. C'est ça, je m'identifie davantage. Donc tu as cet établissement, tu en as un autre dans le centre, je crois. Quels sont tes autres projets? L'ouverture d'un autre restaurant qui sera pas loin de celui-ci. Je crois que c'est en train d'arriver. Oh! Voici ce qu'on appelle gobi. Nous avons décidé de faire un mélange d'entrées végétariennes très traditionnelles de Géorgie. Alors explique-moi un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Donc là, des betteraves. Des betteraves, des poivrons rouges, des épinards. Et ça, c'est des fleurs de jonjoli. C'est quoi, on dirait des petites capres? Oui, je pense que c'est la version sauvage des capres. Et tout est parsemé de noix. Il faut que tu saches qu'on en met partout. J'ai vu ça au marché, oui. Allez, goûte. Très très bien. Je vais prendre ce petit morceau de fromage. C'est du fromage, ça? Ouais. C'est une sorte de ricotta géorgienne. Je vais goûter un peu de tout. Hein. Très joli en plus, avec toutes ces couleurs. Comment on dit bon appétit? Siamovne. Siamovne? Yeah. Bon, alors siamovne. Merci. Fresh. Très frais, c'est un petit peu pimenté. Il y a un petit peu d'épices. Ça vient relever un petit peu. C'est très 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 bon. C'est demain que tu quittes la ville? Tu vas visiter Vardia? Oui, c'est dans le sud, oui. Quand tu reviendras, je t'invite à l'inauguration de mon nouveau restaurant. Super. Génial. Tu sais ce que tu vas faire après ce déjeuner? Non, tu as une suggestion à me faire? Tu pourrais essayer un bain de soufre. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est un endroit parfait pour se détendre ici à Tbilissi. Tu dois absolument y aller. Eh ben, je vais faire ça. Merci. S'il vous
plaît. Alors on va à Banot Ubani. Ah, c'est super. J'y suis allé plusieurs fois. Yamarjaba. Hello. Je voudrais, s'il vous plaît, pouvoir profiter d'un bain. Encore assez méconnue du grand public, la Géorgie se révèle être une terre d'excellence dans le monde de la culture. Une recherche de la perfection incarnée notamment par le ballet national de danse Soukishvili, une institution vieille de 75 ans qui compte une centaine de danseurs, dont Anna, 22 ans. Je viens pour des répétitions le matin, l'après-midi, je fais une petite pause et je reviens encore le soir. Bref, j'y passe tout mon temps. La danse demande beaucoup de sacrifices. Ce qui est essentiel, c'est de se sentir heureux. Et peu importe l'exigence que cela nous demande, puisque nous sommes une famille soudée par l'amour de la danse. Une passion qui explique que la danse est très populaire en Géorgie. Entre danse classique et folklore, où chaque tableau raconte une légende du pays. Une chorégraphie qui se caractérise par un mélange de technique, de grâce et de puissance. Car grande particularité, les hommes la pratiquent autant que les femmes. Des danseurs qui doivent faire preuve d'une grande agilité. Autre singularité, la danse géorgienne peut prendre des tournures guerrières avec l'utilisation d'armes. Bien sûr que c'est dangereux. Tout le monde pense que ce sont de fausses épées, alors que c'est bien du fer. Et si on est touché, ça peut faire mal. Mais bon, grâce à notre expérience, on essaye de s'éviter. Depuis sa création, le ballet Soukishvili s'est déjà produit dans plus de 90 pays. Une fois les répétitions de ce nouveau spectacle terminées, il doit d'ailleurs bientôt reprendre la route, direction l'Europe centrale. Anastasia, elle, ne rêve pas de se faire connaître dans le monde entier sur une piste de danse, mais devant un échiquier. À 11 ans, elle vient de remporter plusieurs tournois nationaux d'échecs et figure parmi les plus grands espoirs de son pays. J'ai commencé à jouer à 5 ans et participé à mon premier tournoi peu de temps après. Je m'en rappelle bien. Sur 7 parties, j'ai remporté 7 victoires. Je ne m'y attendais vraiment pas, j'étais super contente. Et pour encore progresser, Anastasia aime regarder les parties des plus grandes joueuses, comme Nana Yoseliani, grand maître international dans les années 80 et 90. Nana Yoseliani est une référence. C'était une joueuse remarquable car elle était sage et très concentrée. 40 années ont passé depuis ses archives, mais la légende des échecs garde une passion intacte pour ce jeu très prisé par tout un peuple. Durant des décennies, la Géorgie a fourni de nombreuses championnes du monde. Une histoire d'amour qui remonte à très loin. La légende raconte que dans les temps anciens, lors d'un mariage, la mariée recevait un jeu d'échecs en guise de dot. Plus tard, dans les années 60, la meilleure joueuse du monde était géorgienne. Et beaucoup de petites filles comme moi ont voulu suivre ses pas. Depuis cette époque, les filles sont plus nombreuses à jouer que les garçons. Une dynastie de championnes géorgiennes qui semble bien partie pour perdurer.
Au Palais des Échecs de Tbilissi, Nana Yosseliani va d'ailleurs retrouver la nouvelle génération pour transmettre ses précieux conseils. Les enfants, écoutez-nous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'inviter Madame Yosseliani, double vainqueur de la Coupe du Monde. Elle a remporté 7 fois les Olympiades. Je vous présente Anastasia, notre petite championne. Bonjour. Bonjour madame. Si tu veux, on peut faire une partie. C'est une défense sicilienne. Je me suis trompée. C'est normal de faire des fautes. Chaque partie, même perdue, va t'enseigner quelque chose. Je suis heureuse de jouer avec elle. Je réalise qu'il faudra encore travailler pour progresser. J'ai l'impression de me voir au même âge. Je l'aime beaucoup. Elle est très gentille. Il y a un autre univers qui requiert concentration et application. Celui de la calligraphie. Un domaine où Gheorghi Sissori, un artiste de 25 ans, est devenu une référence mondiale. Il a notamment reçu des commandes du Vatican, de la reine d'Angleterre ou de grands couturiers français. C'est un texte d'évangile tiré d'un vieux manuscrit où je trouve l'inspiration. Je choisis certaines citations et je leur donne une forme calligraphique. L'écriture géorgienne est l'une des plus anciennes au monde. Son alphabet a été créé par le premier roi de la Géorgie en 412 avant Jésus-Christ. Un alphabet très sophistiqué aux formes cursives. L'alphabet géorgien est déterminé par rapport aux phases du Soleil et de la Lune. C'est-à-dire chaque forme correspond à un rayon ou à un cercle et leurs combinaisons définissent l'apparence des lettres. L'artiste cherche également à tisser un lien entre l'ancien et le moderne à travers le fil invisible de l'écriture. L'art de la calligraphie demande beaucoup de patience. On doit prendre soin de chaque lettre pour la graver à la perfection sur le papier. Notre alphabet a traversé des siècles et aujourd'hui c'est notre devoir d'en prendre soin comme un trésor. Prêts à conquérir le monde à travers leur création, les artistes géorgiens entendent bien incarner l'excellence de leur précieux savoir-faire. Vardia, Vardia, on y va. Excusez-moi, est-ce que vous savez combien de temps dure le trajet? 4 heures. Alors, comment on doit dire en français bonsoir? Bonsoir. 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 Et maintenant, comment on doit dire en français s'il vous plaît? S'il vous plaît. Je m'appelle Vika.
Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Salut Inga. Salut. Mi salvo, ça va? Bonjour. Bonjour. Joba. Bonjour. Hop, comme ça. Voilà, comme ça, oui. Tu es en train de donner un cours de français, j'entends? Oui. Ouais. Avec les enfants de village. Et alors les enfants, pour quelle raison vous avez eu envie d'apprendre quelques rudiments de français? On parle en français dans plusieurs pays et moi, j'ai envie de parler en français comme on parle là-bas. J'apprends le français pour parler avec les touristes qui arrivent souvent ici. Futur interprète et guide pour la région. Oui, je leur souhaite que ça, évidemment, ce serait chouette. Comment on dit au revoir en géorgien? Nahwamdis. Et encore bravo les enfants. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, c'est très mignon ici. Parce que je trouve que le décor est assez spectaculaire. Hein. Il y a partout des rochers parce que c'est une région volcanique. Ouais. Nous sommes dans le village historique de Mogvi. Donc ça, c'est la maison de famille? Oui, ouais. C'était la famille de mon mari qui recevait les touristes. Il n'y avait pas d'auberge, pas d'hôtel dans la région. Okay. Et j'aimerais te présenter mon mari, qui est le responsable de la cité troglodyte de Vardia. Ah oui, c'est lui qui gère ce site extraordinaire. Et voilà, mon mari. Ah. Bonjour, Cara. Bonjour. Jérôme, enchanté. Bienvenue. Je vais te faire visiter notre trésor, notre Vardia. Super. J'ai hâte, c'est vraiment un des sites majeurs du pays, donc je suis vraiment impatient de découvrir. Jérôme, tu me rejoins à l'auberge tout à l'heure? Ça marche, on se rejoint là-bas. À toutes. Bienvenue dans la cité troglodytique de Vardia. Ce site date de la deuxième partie du XIIe siècle. C'est le roi Georges III qui l'a fait construire, et ensuite c'est sa fille Tamar qui a terminé la construction de Vardia au début du XIIIe siècle. Cet endroit est important non seulement pour la Géorgie, mais aussi pour le patrimoine culturel mondial. Nous faisons tout pour être reconnus au patrimoine de l'UNESCO, et nous l'obtiendrons très bientôt, j'espère. Comme ça, l'UNESCO sera le gardien de ce trésor. Ah ouais. À cause du tremblement de terre de 1283, plus d'un tiers du site a été détruit. Là, en face, c'est l'église dédiée à la Vierge Marie. Au départ, la principale motivation du roi Georges III était la fortification et pas les habitations. C'est après, sous le règne de sa fille Tamar, que le site a été agrandi et elle a ajouté l'idée d'habitation à l'idée de fortification. C'était un bel exemple de cohabitation entre habitants et religieux. Il y avait 27 caves à vin. Ça montrait qu'on faisait beaucoup de viticulture et je crois qu'ils avaient du bon vin. Ici, c'était le coin pour le feu. Ça servait pour se réchauffer et également pour cuire du pain. Combien de religieux vivent encore sur le site ici? 4 moines vivent ici, ce qui signifie que l'église sert encore. Il y a une messe tous les matins et on célèbre toutes les prières pour les rituels importants. Regarde, les pères sortent de la messe. Des peintures là partout. Ici, au-dessus de la porte, tu peux voir la fresque originale de Jésus-Christ. Ici, tu as le portrait du roi Georges III et de la reine Tamar. C'est un trésor extraordinaire que vous avez là. Et là-haut, tu peux voir une plus grande fresque de la Vierge Marie avec Jésus. Ah, c'est immense. Sur les parois, tu peux voir des gouttes d'eau qui coulent.
En l'espace de 24 heures, il peut couler jusqu'à 55 à 60 litres d'eau. On peut dire que c'est un véritable miracle. Regarde cette source incroyable. Moi, j'ai grandi ici. J'habite ici. Et si je ne vois pas Vardzia tous les jours, il y a quelque chose qui me manque. Mon père, mon grand-père et toute ma famille ont travaillé ici. Mon père était directeur de Vardzia. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai pris la relève pour perpétuer la tradition familiale. On a fini le tour. Je te propose de te promener tout seul pour mieux ressentir l'ambiance particulière. D'accord, bah oui, je suis curieux de voir ça. Merci beaucoup, beaucoup. Merci de m'avoir fait partager ce lieu fascinant. Ça me touche d'autant plus que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à ton histoire aussi, donc c'est encore plus émouvant pour moi en tout cas. Je vais voir ça et puis on se retrouve après alors. À l'ouest du pays, les rives de la mer Noire sont la carte postale balnéaire de la Géorgie. Une mer qui doit son nom et sa couleur à ses reflets anthracites. Batoumi, sa ville principale, a été successivement grecque, byzantine, ottomane, puis russe. Mais c'est à la fin du 19e siècle que la ville a connu son âge d'or. Le réalisateur géorgien Shota Gudzabidze aime se promener dans les ruelles aux façades défraîchies. Je pense que c'est une belle représentation de l'Art Nouveau. Ça, c'est l'Hôtel de France. À l'époque, il avait meilleure mine. C'est le plus ancien de Batoumi. Et un peu plus loin, il y a l'Hôtel de Versailles. En général, on utilisait des noms français pour faire joli. Batoumi s'est développé après la découverte de pétrole dans la région. Son port servait à l'acheminer dans toute l'Europe. La ville a donc attiré de riches industriels comme Rockefeller ou Nobel, qui se sont lancés dans la construction de belles demeures. Tombée ensuite dans l'anonymat, la cité a conservé ses airs de comptoir européen, agrémentés d'une petite touche méditerranéenne. À Batoumi, vous tomberez souvent sur un pied de vigne planté devant une maison et qui grimpe sur tous les balcons. Nous sommes des Géorgiens, on ne peut pas vivre sans le vin. Ce sont les personnes qui viennent de la campagne qui apportent leur propre pied de vigne comme un symbole de leurs racines. Au bord de la mer, une large avenue aux faux airs de promenade des Anglais est le rendez-vous des familles chaque été. Et si les rivages de la mer Noire sont si populaires, c'est également pour leurs vertus thérapeutiques. Notamment sur la longue plage de sable noir d'Oureki. Ramaz est médecin dans ce centre de cure spécialisé dans les maladies articulaires. Alors, racontez-moi, de quoi souffrez-vous? J'ai des problèmes d'arthrose dans les genoux. Allez, on plie le genou, puis on le déplie. Bon, suivez-moi dehors. On va commencer le traitement. Et le fameux traitement ne nécessite ni médicaments, ni massage. Seulement du sable qui est magnétique. Cette plage, c'est mon cabinet de travail. Installez-vous. On met du sable chaud sur les jambes et notamment sur le genou malade. Regardez, je vais vous expliquer les bienfaits avec cette simple feuille de papier et un aimant. Là où le sable reste collé, il y a une forte concentration de magnétite. Très concentré en fer, le sable améliore la circulation sanguine dans les tissus et permet de soigner des articulations endolories. C'est comme une sensation de chaleur dans la jambe.
Je sens que la douleur diminue. Un vrai soulagement. Une recette miracle trouvée un peu par hasard dans les années 60 par des ouvriers locaux travaillant dans une carrière et qui ont constaté que ce sable diminuait leurs douleurs articulaires. Qu'est-ce que vous ressentez, madame? Une sensation de chaleur. La douleur est partie? Oui. Dans mon enfance, j'entendais souvent parler de la plage de sable noir d'Oureki pour ses bienfaits thérapeutiques. Moi, c'est la première fois que je viens. J'espère vraiment que cette mer Noire que j'aime tant et son sable magnétique vont soulager mes douleurs au dos. Plaisir pour le corps, mais pas seulement. Les rives de la mer Noire savent mettre en éveil les 5 sens de leurs visiteurs, notamment avec le jardin botanique de Batumi, qui déploie sa verdure sur 108 hectares. Un parc tellement vaste que ces petits bus électriques sont le moyen de transport idéal pour le sillonner. Malgré de nombreux panneaux dans le jardin, nous avons bien quelques touristes qui se sont égarés. Mais bon, les jardiniers les ont vite retrouvés. Un jardin né de l'inspiration d'un botaniste français, nommé d'Alphonse, à la fin du 19e siècle. Nous nous trouvons dans la partie la plus ancienne du parc, avec des arbres plantés il y a 130 ans. D'Alphonse voulait que cet endroit ressemble à la Riviera française. Ces longues racines témoignent d'ailleurs de leur âge. Les années ont passé et aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de la maison d'origine du jardinier français. D'Alphonse avait choisi spécifiquement ces bords de la mer Noire pour son climat subtropical, permettant la floraison de 9 écosystèmes différents. On dénombre ainsi plus de 5000 espèces végétales, dont certaines que l'on pourrait s'étonner de trouver sous ces latitudes caucasiennes. Bambou haut de 20 mètres, magnolia centenaire ou hibiscus. Entre le froid bloqué par les hautes montagnes du Caucase et la chaleur de la mer Noire, nous sommes comme dans une bouteille isotherme, ce qui permet à des plantes exotiques de s'épanouir ici. Une parenthèse végétale avec la mer Noire en guise de panorama. Oui, je suis sur la terrasse. J'arrive. Ouais. Ça va bien? Oui, ça va. Et toi? Ça va, oui, super bien. J'étais en train de prendre mon petit café là et de profiter à la fois du panorama. Oui, on voit bien tout ce qu'on fait sur place. Alors oui, explique-moi un petit peu. Donc là, il y a une serre, vous faites... Oui, c'est le potager. Potager, ok. Oui, ensuite on a des poules, des oies, les vaches. Et les ruches aussi? Oui, le bassin de truites. Ah, il y a les truites aussi, d'accord. Donc vous faites une grande partie des produits que vous servez ici finalement? Tout à fait. Et les gens, ils aiment ramasser les légumes et ils préparent eux-mêmes. Ah, génial. Ils ont envie de vivre l'expérience, tu penses, de quelques jours à la campagne? Oui, les ambassadeurs, les grands fonctionnaires, ils adorent cet endroit. Même s'il y en a dans la région, un hôtel de luxe, les gens, ils préfèrent... L'authentique, oui. Ouais. Ah, tu sais que quand j'étais enfant, chez ma grand-mère, j'adorais donner à manger aux animaux, et notamment aux poules. Allez, on y va, on attaque les filles. Hein. On y va, on se fait plaisir. C'est la fête aujourd'hui, c'est la fête. J'aime bien l'idée d'aller cueillir, chercher toutes les choses qu'on mange. Voilà notre bassin de truites. Notre ferme est réputée avec ses truites grillées. Tout le monde adore ce plat.
Donc ça, c'est un petit peu la marque de fabrique de l'auberge. Tout à fait. Tu peux essayer maintenant de pêcher quelques truites. Ah, tu veux que je pêche des truites? Oui. Parce que c'est ce qu'on va manger aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est vrai? Oui. Ah, d'accord. On va rigoler. C'est pour ça? Papa. Alors, tu fais quoi là? Tu fais comme ça. Ah, tu leur donnes à manger? Oui. Ils vont venir et puis moi, je vais... C'est pas très équitable pour le poisson quand même. Hein. Atelier épuisette ce matin. J'ai jamais pêché autant de truites et aussi vite surtout. Tac. Truite, 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 truite. Oh, c'est super joli ici. J'aime bien cette ambiance avec la cheminée. Jérôme, maintenant, on va vers la salle à manger. D'accord. Je prépare la recette des aubergines. Ah, d'accord. Alors, raconte-moi un petit peu ta recette. C'est le plat le plus réputé. Tout le monde adore ce plat. Cette recette, ouais. Oh, c'est oui. les aubergines que tu as grillées Oui, d'abord. c'est préparé avant. Je trouve que tu t'exprimes très très bien en français. Tu as beaucoup de vocabulaire. Je faisais mes études à l'université de Dijon en France et ensuite je faisais mes études à l'école du tourisme en Suisse. Et pour quelle raison tu as choisi d'étudier le français? À l'époque soviétique, c'était un peu à la mode, surtout la génération de mes parents. Ils adoraient les écrivains français, Balzac ou Dumas. En géorgien, ou ça veut dire que ta famille parlait aussi le français? Oui, mon grand-père, il parlait français. Il était obligé de quitter la Géorgie. Il a été expulsé du pays. D'accord. Et il a passé sa vie en France. On a perdu le contact avec lui. Et depuis mon enfance, je voyais son photo et on me racontait l'histoire. Alors j'ai dit, j'apprends le français après, c'est moi qui va faire les recherches. D'accord. Tu l'as jamais rencontré? Tu l'as jamais connu? Jamais. Non. Et tu as retrouvé sa trace peut-être? On a essayé, finalement on n'a pas réussi. Quand je commençais à apprendre le français à l'école, je me sens plus proche de lui. Bon. En tout cas, moi, je suis sûr qu'il est fier de toi de te voir parler le français aussi bien. C'est pas cool. Tu veux goûter ça? On va goûter tous ensemble, parce que je vois qu'il y a, Mais il y a une grande... manque de choses... oui. Ben, je râlerai auprès de la cuisinière. Ah, d'accord. C'est parti? Oui, c'est parti. Allez, on va les rejoindre. Il y a du monde, dis donc. Kamajoba. Oui. Toutes ces victuailles, là. Waouh. C'est magnifique. Alors, tu m'as pas présenté qui est autour de la table, là? C'est les membres de notre famille. C'est la sœur de mon mari. D'accord. C'est la tante de mon mari. Et c'est le neveu de mon mari. D'accord. C'est sa maman. Ok. Et moi, tu me connais. Oui, il me semble qu'on s'est croisés déjà tout à l'heure, hein, c'est ça? À la Géorgie et à la France. Je vais bénir le lien et l'amitié entre nos pays. L'amitié entre nos deux pays. Si on traduit ça, Gagvimarchos, ça signifie que la victoire soit toujours avec toi. À notre amitié. Vas-y, vide ce verre comme moi. Cul sec. Cul sec? Oui. Ah ouais. Je bois avec modération, moi. Je suis pas géorgien, j'ai le droit. Nous sommes comme ça. Être géorgien n'est pas facile. Oui, je vois bien, je vois bien. Je vais pas avoir mon diplôme, je pense. Il faut essayer. Il faut essayer, quand même. Et dans la région, on mange comme ça. Ah bon? Je vais essayer de respecter la coutume, pardon. Pardon, monsieur Carrard, pardon. Voilà, c'est mieux comme ça. Elles sont belles ces frites, hein. Regarde, c'est plus facile si tu fais comme ça. Ah oui. Je te le disais, être géorgien, c'est pas facile, mais tu apprends vite. Je commence à gagner quelques grades dans mon diplôme de géorgien, là. En tout cas, je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir manger des choses qui ne viennent que de chez vous, quoi. C'est tellement rare.
du pain aux légumes, donc là, aux poissons, le vin. Le vin, ce n'est pas seulement nous. Tout le monde ici a ses propres petites caves à vin. Nous fabriquons du vin dans des jarres, selon la tradition de nos aïeux, et nous obtenons un vin comme ça. C'est un vin rouge, sec, qui est fermenté jusqu'au bout, délicieux, et sa teneur en alcool est élevée. Voilà, c'est comme ça, les Géorgiens, nous sommes un peu les joyeux fêtards. Et je vous remercie, je vous félicite pour toute cette convivialité et pour tous ces bons produits que vous offrez à vos hôtes. Madroba. Une légende raconte que Tbilissi a été rasée puis reconstruite près de 40 fois. La preuve du courage et de la force de résilience de tout un peuple. Aujourd'hui, ce courage s'illustre plus pacifiquement sur les terrains de rugby. Allez, allez, on joue là, aide-le! Voilà, il a des appuis, il a de la vitesse, c'est pas mal. Au rugby club de Kochebi, Victor Dideboulidze, ancien joueur international passé par Tarbes, met à profit son expérience du top 14 pour enseigner l'art de la mêlée à ces jeunes joueurs dont certains, selon lui, ont déjà le potentiel pour aller loin. Tous les joueurs qui jouent ici en Géorgie, première chose qu'ils pensent qu'aller jouer au niveau, ça te dirait en France. Les clubs de la capitale affichent complet, preuve de l'engouement pour un sport qui colle bien au caractère géorgien. Le rugby, c'est courage, combat, les valeurs et surtout l'amitié. C'est dans notre gène, c'est dans notre sang. Donc à cause de ça, c'est assez populaire. En tout dans cette jeune âge-là, ils adorent jouer, rester sur le terrain des heures. Auparavant, les athlètes géorgiens se distinguaient plutôt dans le judo ou la lutte. Aujourd'hui, c'est bien l'Ovalie qui fait rêver la jeune génération. Le rugby, c'est notre sport national. C'est pour les personnes courageuses. On essaie d'améliorer notre technique et je crois que notre objectif est d'arriver au sommet. Et si le ballon ovale est aussi populaire, c'est peut-être grâce à un autre sport né dans le petit village de Chourouti, dans l'ouest du pays. Le lélo, l'ancêtre du rugby. Le maître du jeu s'appelle Georgi. Il est pop orthodoxe. Là, je prends ce ballon du lélo. Il est cousu en cuir et dedans on met du sable. Et on ajoute du vin rouge pour faire 16 kilos exactement. C'est bien lourd. Pour la règle du jeu, il s'agit d'un affrontement entre la partie nord et la partie sud du village. C'est moi qui lance le ballon en l'air et les deux camps peuvent commencer la mêlée géante. Des règles en effet assez basiques et triviales. Le premier groupe qui passe la rivière avec le ballon a gagné. Il n'y a pas d'arbitre et tous les coups ou presque sont permis. Le lélo, c'est le jeu des braves, ceux qui ont de la force, du caractère. C'est notre tradition. Moi, je suis prêtre. En théorie, mon rôle consiste uniquement à lancer le ballon. Mais comme j'habite le haut du village, je ne peux pas m'empêcher d'être supporter de mon quartier. Car avant d'être prêtre, j'étais moi-même joueur. De la force et du courage, les enfants de Mestia, dans le nord de la Géorgie, en ont également besoin pour une grande course de chevaux organisée chaque été. Dans ces vallées escarpées, Lasha, 15 ans, n'imagine pas sa vie sans sa monture. J'avais 6 ans la première fois que je suis monté sur le cheval. Je regardais mes frères et mes voisins galoper et je rêvais de faire comme eux. Habile cavalier, Lasha, comme tous les autres garçons du village, va monter à cru, c'est-à-dire sans selle ni étrier. Aux abords d'une piste de course improvisée, il retrouve son entraîneur, Tamaz. La grande course aura lieu dans 2 semaines. Je vous demande de tout faire pour gagner. C'est une question d'honneur pour notre village et ça rendra heureux ses habitants. Lasha, tu te rends compte que tout le monde sera là pour te supporter ?
Pour cette course longue de 2 km, le jeune cavalier et ses amis affronteront des adversaires venus des autres villages de la vallée. Allez-y, allez-y, donnez tout. Vous êtes braves. C'était bien. Mais pas suffisant pour gagner. Il faudra faire mieux. Au galop, je ne fais qu'un avec mon cheval, comme si on volait ensemble. C'est de l'adrénaline. Avec le cheval, je n'ai jamais peur de tomber. L'essentiel est d'avoir le cœur héroïque. C'est la montagne qui nous a élevés. Et cette nature renforce notre cœur. Des terrains de rugby de la capitale aux grands espaces du Caucase, les Géorgiens aiment prouver leur courage. Une valeur fondamentale dans leur culture. C'est pour toi. Les petits gants, je te suis. Vas-y, Bayer, vas-y. Voici mon frère et ma sœur. Ah, travail en famille alors. Comment tu vas? Jérôme. Salut Jérôme, comment vas-tu? Super, super content d'être là. En fait, aujourd'hui c'est un grand jour, parce que presque tous ces plants viennent de France. C'est vrai? Mais c'est une variété géorgienne. Ah. Donc c'est une bonne combinaison entre les viticultures françaises et géorgiennes. Ok. Ce terroir est parfait pour planter cette variété. Et dans 3-4 ans, nous aurons de belles grappes de raisin pour faire du bon vin. D'accord. On va te montrer maintenant une des techniques pour planter du vignoble. On prend le plant et on coupe un peu les racines. Après 2 mois et demi, ça aura bien poussé. Tu le mets dans un trou. Elles sont recouvertes de quoi, les pousses là? C'est de la cire. C'est comme une sorte de protection. Par exemple, s'il gèle, ça protège bien les jeunes plants. Ok. Bon bah je vais prendre mon plant aussi alors. Ça va? C'est facile? Oui. Ce qui est surtout chouette, c'est qu'on plante quelque chose qui va vivre, qu'on donne la vie à quelque chose. Oui. Et quand les vignes commencent à avoir leurs nouvelles feuilles en même temps, c'est super gratifiant et magnifique. D'ailleurs, on dit que la Géorgie, c'est le berceau de la viticulture. Il y a eu de grosses fouilles archéologiques lors desquelles des pépins de raisin ont été trouvés et ceux-ci ont été datés à 8000 ans et ils étaient dans des jarres de fermentation. Nos ancêtres cueillaient le raisin sauvage, puis ils ont commencé à le cultiver. Alors qu'à cette époque, ça ne se faisait dans aucune autre région du monde. Donc ça veut dire qu'il y a 8000 ans, ici on faisait déjà du vin comme nous le faisons. Franchement, je trouve que pour des frères et sœurs, vous vous entendez drôlement bien, hein, ça se chamaille pas. Ça se fait dans le calme, dans le sourire. Parfois oui, mais parfois non. Si on adore travailler ensemble, c'est parce que quand nous devons prendre une décision, il faut qu'elle soit unanime. Et c'est très dur à avoir. L'idée aussi, c'est que tout le monde soit complètement d'accord avec le choix final. Et ça peut être très difficile. Il peut y avoir des disputes. Mais la beauté de ce processus, c'est qu'après 3 heures, parfois même 2, on se partage un brownie, on mange du chocolat, et alors on redevient frères et sœurs. D'accord.
C'est l'aventure là. C'est quoi cette Jeep? On dirait une Jeep russe. Oui, quand notre frère est né, on l'a ramené à la maison grâce à cette Jeep. D'accord. C'est pour ça qu'il est aussi à l'aise maintenant. Oui, tout à fait. J'ai l'impression de faire un safari. Hein. Regarde, il y a les éléphants, les lions là-bas. Ah non, ce sont que des vaches. Bon. Merci Yorgi. Salut le chien. Bienvenue. C'est ici que nous faisons la vinification de toute notre production familiale. Il s'appelle Kando. C'est mon grand-père. On fait comme ça. Vous en avez une super jolie voiture, dites-moi. Je l'ai acheté pour moi en 1989. J'ai été le premier à l'avoir eu dans la région. Je vais aller voir mon arrière-petite-fille. D'accord. Et je reviendrai après pour la dégustation. Ça marche. À tout à l'heure. Vas-y, rentre à la maison et après on va t'appeler. Et maintenant, je vais te montrer le lieu où nous faisons notre vin de façon traditionnelle. Nous utilisons de grandes jarres. Okay. Je suis très heureux de découvrir ça, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, de ces jarres qui sont enfouies sous terre. Comment ça s'appelle déjà, ça? Nous appelons ça churi. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très intriguant, parce que dans la majeure partie des pays, le vin se fait soit dans des cuves en inox, mais souvent aussi dans des fûts de bois. Et là, on a vraiment la fabrication comme il se faisait il y a 8000 ans. C'est quand même quelque chose. Ce qui est très important pour nous, en tant que vignerons, c'est que ces jarres sont les premiers récipients utilisés par nos ancêtres pour faire du vin. Ils ont commencé à stocker le vin sous le sol. Et ce que l'on dit, c'est que le raisin vient de la terre et il retourne à la terre. Ah, donc là, on a du mal on entend un peu la résonance, donc ça donne déjà la mesure de la contenance. Baya, tu vas bien? Celui-là a une capacité de 900 litres. La capacité maximum que nous avons ici, c'est 1500 litres. Maintenant, Jérôme, c'est le moment d'aller goûter ce vin, après cette journée de travail. D'accord. Nous allons pouvoir profiter du vin que nous produisons. C'est magnifique. C'est des photos de ta famille, ça? Yes. Ta sœur et son frère. C'est toi au milieu? Yes. C'était ton mariage? Ah, vous êtes magnifique, là. Pablo, grand-père, dis-moi, quel cépage mûrait en premier? C'est le Krakuna. Il fait ses premières feuilles à peu près 8 à 10 jours avant les autres. J'ai cru entendre un bruit familier. Hey bonjour. Bon, on a fait le tour là du... Ça va bien? Hey. Monsieur Bando? Bon, très bien. Jérôme. Jérôme. Ça vous convient? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est le vin de la famille, Baya's Wine. Oui, tout à fait. Et celui-là provient justement du même raisin que celui que nous avons planté tout à l'heure. D'accord. Alors, on va dire à votre santé et à ce magnifique travail familial. Santé. En France, on dit santé. 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 Dis donc, c'est pas mal du tout même. C'est même très très bien. On m'a dit qu'il y avait énormément de cépages, d'espèces de raisins ici, dans le pays.
Ça veut dire quoi? Beaucoup? Dans notre cas, en Géorgie, nous avons 525 variétés de cépages différents authentifiées. C'est incroyable. Je crois savoir qu'en France, on doit pouvoir seulement utiliser que 200 variétés, ce qui explique aussi peut-être que c'est ici le berceau de la viticulture. Vando, quelle a été votre réaction lorsque les filles vous ont dit on a envie de commercialiser le vin qu'on fait? Le plus grand plaisir de ma vie a été de voir mes petits-enfants aller dans cette direction. Cette direction était celle de la viticulture et de l'amour de la vigne. Ainsi, aujourd'hui, je suis très content de leur activité et de leur succès. Leur passion leur donne de la force. Santé. Au nord de la Géorgie, la Svanesi est une région mystérieuse, offrant des paysages grandioses, faits de gorges profondes et de rivières jaillissantes avec en toile de fond les plus hauts glaciers d'Europe. Dans cette forteresse naturelle, les habitants vivent dans des maisons surmontées de tours carrées, remparts contre les ennemis et les avalanches. D'après la légende, c'est ici que Jason aurait découvert la toison d'or. Et la source ne semble pas s'être tarie. Murtaz est berger, mais également chercheur d'or à ses heures perdues. Nous avons une technique ancestrale. Nous installons une peau de bête sous cette rigole en bois. La rivière va charrier tous les métaux et l'or qui est plus lourd sera capté. La peau de mouton va attraper l'or et retenir ses pépites dans sa laine. Nous avons grandi avec les récits de nos anciens. Dans le mythe de la toison d'or, on a la description précise de nos paysages. On y parle même d'un fossile de dragon. Nous ne sommes pas un peuple de menteurs, donc j'y crois. C'est désormais à son fils que Murtaz transmet ses précieux conseils. Regarde, il faut placer la peau ici. On va la laisser pour la nuit. Et demain, nous la sécherons, puis nous pourrons la secouer pour ramasser les pépites. On va voir le contenu de la bâtée? Un travail laborieux, mais qui fait des émules. Rien que dans ce petit village d'une trentaine de familles, on compte 6 chercheurs d'or. Il faut faire très attention lors du nettoyage pour éviter de perdre des pépites. Ça y est, elle commence à être visible. C'est de l'or véritable de 24 carats. Là, on a trouvé environ 1,5 gramme. Je suis content parce que c'est rare d'en trouver autant. Il faut de la chance. C'est une bonne journée. Et de l'or, il y en aurait beaucoup en Svanesi. À tel point qu'une autre légende raconte qu'on a dû le cacher pendant des siècles des envahisseurs byzantins, perses, puis bolcheviques. Des merveilles dissimulées dans les églises. Chaque village avait donc son gardien de trésors chargé de le protéger. Pargiani est le dernier héritier de cette longue tradition. Ma famille a eu l'honneur d'être choisie pour détenir la clé parmi les clans du village. J'ai été désigné par mon grand-père et un jour, je transmettrai ces clés à l'un de mes fils. Les anciens avaient même redoublé de prudence à travers un mécanisme secret dans la porte que seul le gardien du trésor connaissait. Voici l'ancienne porte. À l'intérieur, il y avait un système d'attache très sophistiqué, relié à une corde cachée dans la pierre. Une fois la porte fermée, personne ne pouvait rentrer. À l'intérieur de l'église, c'est un trésor inestimable qui se dévoile. Icônes en or centenaire, pièces de monnaie d'Alexandre le Grand ou bijoux incrustés. Toutes ces pièces précieuses sont uniques. L'église date du 9e siècle, tout comme cette fresque murale qui représente une baleine crachant le prophète Jonas. Dans ces montagnes du Caucase, il existe un autre trésor à préserver. La culture svane. À Ouchgouli, le plus haut village habité d'Europe, où règne encore une ambiance quasi moyenâgeuse, les enfants ont bien intégré cette mission. Dans chaque foyer, sitôt les cours officiels terminés, c'est un autre apprentissage qui est enseigné par les parents. Bonjour maman.
maman. Bonjour les enfants. L'école s'est bien passée? Venez, nous allons commencer votre leçon de langue svane. Comment dit-on en svane la tente? Bien. Le ciel? C'est important qu'un enfant svane parle le svane, ne serait-ce que pour connaître ses racines. C'est une langue riche et subtile. C'est avec cette langue que nos aïeux nous ont transmis des légendes, des récits populaires. Si on perd notre langue, on perdra aussi notre culture et notre identité. Une langue en danger d'extinction. Il ne serait plus que quelques milliers de locuteurs, mais la relève semble en partie assurée. Chaque svane doit parler cette langue. Pour moi, ce serait déshonorant de l'oublier. Un cours qui se termine traditionnellement avec une chanson svane. Jérôme, maintenant je t'emmène voir la fabrication des jarres. En fait, c'est une très belle famille. Le fils continue de faire ce travail qu'ils font depuis des décennies. D'accord. C'est entièrement fait à la main, du début à la fin. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que cette glaise est très particulière et qu'on la trouve dans très peu d'endroits. Donc la route, là, elle devient de plus en plus rock'n'roll. C'est à cause de l'argile. Et je n'ose pas imaginer ce qui peut se passer sur ces routes quand il pleut des cordes. Oui. Et voilà, on est arrivé. Je te présente cette très belle famille qui perpétue ce savoir-faire traditionnel. Voici le grand-père, Enzor, et le petit-fils, Enzor aussi. D'accord, donc il y a déjà deux générations bien distinctes qui font le même métier. J'ai commencé à apprendre ce métier en 1953. Je l'ai appris par mon père et mon grand-père. Ils fabriquaient une grande quantité de jarres. Et j'ai donc appris à les faire en les regardant, et maintenant c'est moi qui montre à mes enfants. D'accord. Ça a l'air d'être un savoir-faire qui se transmet, j'imagine, peut-être même que de manière orale. Il y a des écoles pour apprendre ce métier ou vous l'apprenez juste de père en fils? Pour moi, l'école, c'est mon père et mon grand-père. L'école, c'est moi. Et la meilleure des écoles. Il faut être costaud, hein. C'est un homme fort. Ouais. Jérôme, je ne sais pas si tu as faim, mais il y a du pain chaud. C'est vraiment très bon. Même d'ici, je le sens. Cette odeur alléchante. L'idée, c'est de pouvoir faire un très bon pain très rapidement. Ah, c'est ça le four. On utilise un grand pot mis dans un tonneau. Alors, il y a des petits morceaux, c'est-à-dire que c'est collé sur le côté? Yes. D'accord. Comme quoi, ça sert à conserver le vin et aussi à faire du bon pain. En tout cas, c'est magnifique, elles sont magnifiques. Rien que le son du croustillant, on partage. Croustillant. J'adore ça. On s'est permis, hein, merci. On fait tout maison ici, on fait le vin maison, on fait le pain maison. Voilà du fromage pour aller avec. Le fromage, c'est la meilleure combinaison pour aller avec ce pain chaud. Ça, c'est tout à fait le réflexe des Géorgiens. Il y a des gens qui sont là et hop, ils amènent à manger. C'est fabuleux, cette générosité. Je suis la mère de famille. Madroba, merci beaucoup. C'est très très bon. Très 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 bon. On va goûter ton fromage alors du coup. Oh.
Quand tu es fatigué et que ta grand-mère te fait du pain chaud comme ça, c'est le paradis. À terme, là, ce que vous commencez à faire, ça finira par faire ces gvévris comme ça? On commence la jarre par là. On commence par le fond. Quand cette partie est terminée, on la complète petit à petit. La fabrication prendra 40 à 50 jours. C'est un héritage important et nous essayons de ne pas perdre cette tradition pour que tout le monde soit content. Les viticulteurs, les potiers et ceux qui aiment le vin fermenté dans les jarres, parce que ce vin est délicieux. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de jarres fabriquées par les villageois sont exportées à l'étranger, alors qu'à un moment donné, ce métier n'intéressait plus personne. Mais à partir du moment où l'UNESCO l'a classé au patrimoine mondial, ces jarres sont considérées comme un art traditionnel, comme un trésor national. Maintenant, je vais vous montrer le lieu où on les fait cuire. Voilà, voici un four dans lequel on fait cuire les jarres. Il faut que la température monte doucement. Si l'on commence à cuire tout de suite à 1000 degrés, les jarres vont casser. Et les jarres vont ensuite cuire à cette température pendant 40 à 55 heures. En général, on n'utilise que du bois pour la cuisson, ni gaz, ni électricité. Puis on retire les jarres du four. Et ensuite, elles sont entièrement enduites d'une couche de cire d'abeille. Ce que je trouve formidable, c'est que les jeunes générations, comme toi, vous reprenez le flambeau de la famille. Donc ça, c'est super pour la tradition. Madrova, merci Madrova, merci beaucoup. Et merci à toi. S'éloigner de la capitale géorgienne, c'est pour le voyageur accepter de perdre ses repères. Un voyage dans le temps incarné par un art millénaire, le chant polyphonique. Car en Géorgie, on chante rarement seul. Avec sa troupe, David Chougliashvili a retrouvé d'antiques chants religieux qu'il a adaptés à notre époque. Ça, c'est un chant qui était entonné lors des moissons. Pour les travailleurs, c'était comme une pioche qui te donnait de l'énergie. C'est la magie de la musique. Ce que tu ne peux pas exprimer avec les mots, tu l'exprimes à travers le chant. Nous, les Géorgiens, nous aimons notre histoire. Avec la musique, nous faisons la liaison entre le présent et le passé. Nous communiquons avec les ancêtres. Vêtu de la tenue traditionnelle avec ses cartouchières et le kandjali, le fameux poignard, la troupe aime se rassembler dans le monastère de David Garedja, situé à 1 heure de Tbilissi. Parmi eux, un médecin, un architecte et un informaticien, tous réunis par la passion du chant polyphonique, classé au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. Levan et Lacha ont chanté la voix la plus haute. Et il répondait à l'appel du groupe qui lui est en voix basse. Dans le chant géorgien, ces voix basses sont la base sur laquelle les voix hautes s'agrègent et tissent leur chant comme des pierres ciselées.
D'autres cultivent une nostalgie pour une période plus récente de leur histoire. C'est le cas de Rezo Chaishvili, le directeur du musée de l'automobile qui s'est passionné pour les voitures soviétiques. Sa collection rassemble une cinquantaine de modèles qui circulaient quand la Géorgie faisait partie de l'URSS. Il ne manque pas d'anecdotes sur ces modèles rutilants. Voici le premier modèle de Zaporets, une voiture directement inspirée de la Fiat 600 en Italie. Quand ils ont dû lui trouver un prix, ils ont décidé de prendre comme référence le prix d'une bouteille de vodka, soit 1,80 rouble, et de le multiplier par 1000, donc cette voiture coûtait 1800 roubles. Des petits bijoux à admirer, mais pas seulement. Tous ces modèles, dont certains ont appartenu à des apparatchiks du Parti communiste, peuvent être loués à la journée. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Vincent, un Français installé en Géorgie depuis 15 ans, a toujours rêvé de sillonner la ville dans un de ses vieux véhicules. Quel beau modèle, hein. Il jette son dévolu sur cette Pobeda, ce qui signifie victoire en russe. Elle est de quelle année cette voiture? Elle est sortie d'usine en 1948. J'adore ce modèle. Je veux me promener avec. Très bien, nous allons vous la préparer. Bonne route. Et comme on dit chez nous, que le feu vert t'accompagne. Merci. Quand on est au volant de cette voiture, on a des sensations qui sont vraiment authentiques. Tourner le volant, c'est difficile. Freiner, c'est difficile. Mais alors l'ensemble est quand même assez agréable parce qu'on a vraiment l'impression de rentrer un peu dans l'histoire. Ah bah j'ai trouvé le clignotant. Il est là. Gauche, droite. Il faut compter environ 100 € pour s'offrir une virée inoubliable dans les rues de Tbilissi. Les gens sont assez sympas, ils me laissent passer. Ce qui n'est pas courant en Géorgie. Ils doivent prendre le temps de regarder la voiture. Une Géorgie soviétique qui semble bien loin des préoccupations de la nouvelle génération. De nombreux sites industriels ont été restructurés ces dernières années. Comme cette ancienne imprimerie du journal officiel, devenu l'hôtel le plus réputé de la capitale. Ou bien cette usine de moteurs de 10 000 mètres carrés, qu'Anna, une jeune chef de projet, transforme actuellement en centre d'art contemporain. Ce qui me plaît, c'est cet aspect extérieur d'une usine en ruine, mais qui nous offre un gros potentiel à l'intérieur. Okay, this is our main space. Voici l'un de nos espaces d'installation et nous prévoyons de tout rénover de cette manière. On ne doit pas oublier notre passé. Nous devons nous servir de notre histoire et reconstruire par-dessus avec plus de conscience écologique, urbanistique et culturelle. Un renouveau qui fait de Tbilissi l'une des capitales les plus attractives d'Europe. Moi, j'ai à peine 25 ans et jamais je n'aurais pu développer ces projets ailleurs qu'à Tbilissi. C'est une ville remarquable où tout est possible, un lieu de rencontre, de création et d'avenir. Géorgie éternelle, parenthèse soviétique et nouvelle vague créative. Le pays est une terre de contraste qui offre à ses visiteurs une multitude d'expériences. Merci. Ah oui, en effet. Vous avez des belles coupes à fouilles, hein. C'est du solide chez vous. Hein. Ah. Écoute comme il sonne bien. Dernier round.
français déjà. Donc ça c'est la chanson française de mon pays. C'est du français. Et vous avez de la musique traditionnelle géorgienne aussi? Alors écoutons ça. Cette chanson fait l'éloge du vin de Kakheti. Celui-ci, c'est 150. Ah, 150 alors. Je te le fais à 90, Larry. 25 €. 80? Ok. Vendu, 80. Super. C'est un instrument musical très ancien et populaire qui s'appelle Fanduri. Il a une centaine d'années. Ça va pas être simple à accorder tout ça. Hein. Ah, il n'est pas accordé. On y est presque. Ah, on y est presque. On va saluer l'effort. Hein. C'est quel bois ça? Ça peut se fabriquer avec n'importe quel arbre, mais c'est surtout fait à base de poirier sauvage, le poirier du Caucase. Très bien, c'est une belle pièce. Je collectionne les instruments de musique. C'est 200 Larry, 50 €. Je te fais un prix. Discount. Allez, 150. Ça marche pour 150. Et ça, c'est un cadeau. Hein. Dis donc. Alors là, je suis gâté. Hein. Une belle housse comme ça. Meriko, Gamarjoba. C'est chouette, ça va bien? Bienvenue. Je suis vraiment contente que tu aies pu venir. Voici mon nouveau restaurant. Bah, je vois ça, c'est flambant neuf. Je vais ouvrir dans 2 ou 3 jours. Oh, génial. Tu as vu le beau jardin? Non, j'ai pas vu. Ah oui, d'accord, avec la petite fontaine, c'est très mignon. Elle est d'époque. Elle est là depuis 2 siècles à peu près. J'ai un petit cadeau pour toi. Viens voir. Je sais pas si ça te plaira, mais en tout cas, j'ai trouvé cet objet assez joli. Oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est une petite coupette. Et en arrivant, j'ai vu que tu avais un magnifique meuble ancien. Tu pourrais presque le mettre ici, regarde. Merci. Bah, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est pour te remercier aussi de ton accueil. C'est un cadeau porte-bonheur. Eh oui, j'espère. J'espère que ça te portera chance. Et plein de succès pour ce nouvel établissement. Un peu de vin? Avec plaisir. Merci beaucoup. Je trinque. Santé, à la santé de ton lieu et de tes invités. Plein de succès pour avoir ce 3e établissement. Tu arrives à avoir un petit peu de temps pour dormir quand même ou pas? Je commence à traîner un peu la patte. Mon père, ma tante, ma cousine qui est comme ma sœur. Ok. Je voudrais vous proposer de porter un toast en l'honneur de notre gentil invité. Que Dieu vous bénisse et rende agréable votre séjour en Géorgie. J'espère vous revoir très souvent dans notre pays et surtout dans ce restaurant. Santé. Santé, Jérôme. Merci beaucoup. C'est très touchant et ça me fait très plaisir. Chère présidente Amada, est-ce que vous m'autorisez à faire un toast à mon tour? Je voulais vraiment sincèrement vous remercier pour tout ce que vous mettez comme cœur à faire partager la richesse de votre pays, à travers notamment ces chants qui m'ont donné la chair de poule. Je sais pas, on sent toute l'histoire de votre pays à travers ces chants. Et puis surtout, avant de venir ici, on m'a dit que l'hospitalité géorgienne était incroyable. Voilà, ça en est encore la preuve. La vraie richesse, je pense, c'est celle que vous avez dans le cœur. Voilà, merci pour ça.
Voilà, mon voyage en Géorgie se termine. Je dois avouer que j'ai été cueilli par cette destination, par la simplicité des Géorgiens, leur générosité, mais également par la beauté de ce pays. Ce pays recouvert de montagnes à 80%, avec des paysages incroyables, avec un patrimoine exceptionnel aussi. Coup de cœur spécial pour la cité troglodyte de Vardia, et j'ai une petite pensée pour Kara, en espérant que l'UNESCO va très vite classer ce site au patrimoine mondial. Voilà, ce serait une très belle nouvelle. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles, dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay ou bien suivre les coulisses des tournages sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi d'avoir fait le choix de suivre cette destination et mon voyage dans ce pays assez mal connu et en plein essor. Ça prouve votre intérêt, votre curiosité et votre confiance en nos choix. Voilà, à très bientôt, comme on dit ici, Narmandis, à peu près, hein. Ça veut dire au revoir. À bientôt.